Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être restés pour cette présentation et à ceux qui nous ont rejoints. Et tout d'abord, merci au professeur Sansonetti de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais une conférence au Collège de France et en plus la première fois en français. Donc je suis très contente d'être ici. Et aujourd'hui, le professeur Sansonetti m'a demandé de faire ma présentation afin de répondre à cette question qui est « La LEP est-elle prête pour une réémergence ?» Donc pour répondre à cette question, on va d'abord parler des concepts d'émergence et de réémergence et on va illustrer ça avec quelques exemples. Et ensuite, on va appliquer cette définition au cas de la lèpre. On va commencer par quelques rappels sur la maladie et ensuite, on va s'intéresser plus particulièrement à la transmission parce que c'est l'aspect principal lorsqu'on parle de réémergence. Donc une maladie émergente, c'est une maladie dont l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, augmente de manière significative à un temps donné, dans une population donnée, une région donnée, et ça par rapport à la situation actuelle de la maladie. Elle est souvent causée par un nouveau pathogène, et un des exemples les plus connus, c'est le virus de l'immunodéficience humaine qui cause le sida, qui a été identifié dans les années 80, et qui est issu d'une transmission du chimpanzé à l'homme et qui a ensuite été disséminé dans la population via des groupes à risque. Alors que quand on parle de réémergence, c'est plutôt une maladie qui est connue et qui va réapparaître, mais qui peut être causée par l'évolution ou la modification d'un pathogène. Et ça, en exemple, c'est par exemple la tuberculose multirésistante. Donc, les résistances aux antibiotiques pour la tuberculose sont apparues il y a quelques dizaines d'années, quelques décennies, oui. Et en fait, depuis l'apparition de ces résistances, on a vu une augmentation en fait, de l'intensité avec l'apparition des souches multirésistantes, donc résistantes aux premières lignes de traitement et à quelques antibiotiques de deuxième ligne. Ensuite, on a vu apparaître les tuberculoses ultra-résistantes, donc qui sont résistantes à tous les médicaments de deuxième ligne. Et il y a quelques années, on a même vu apparaître les tuberculoses totalement résistantes, donc des patients qui n'ont plus accès à aucun traitement. Et un deuxième type de maladie réémergente, c'est les maladies qui sont connues, où on a toujours une certaine incidence de la maladie, mais qui est faible et qui d'un seul coup va remonter avec un pic d'incidence. Et ça, comme exemple, c'est la maladie du sommeil, qui a eu une forte endémicité en République démocratique du Congo avant les années 60, avant de diminuer grâce aux campagnes de prévention. Entre les années 60 et les années 80, il y avait quelques dizaines de cas tous les ans. Et après les années 80, en fait, on est passé de quelques dizaines à plusieurs centaines de cas. Donc ça, c'est un autre exemple de maladie réémergente. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas de la lèpre. Donc la lèpre, comme vous le savez sûrement, c'est une maladie qui est ancienne. On a des références de la maladie qui datent depuis l'Antiquité. On a également des évidences ostéologiques, donc c'est-à-dire la présence de lésions caractéristiques de la maladie sur des ossements. Et le plus ancien squelette retrouvé date de 2000 ans avant Jésus-Christ et a été retrouvé en Inde. On a également des évidences moléculaires, donc c'est-à-dire qu'on a pu identifier la présence de l'ADN de la bactérie sur des squelettes. Et le squelette le plus ancien date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc un squelette provenant de Jérusalem. La lèpre, elle est connue en Europe depuis la fin de l'Antiquité. Elle est rapportée par les médecins de l'époque dans les différents écrits. Mais elle devient vraiment endémique, elle devient vraiment un fléau au XIIe siècle. Et ça, on le sait parce qu'on a pu voir l'apparition. On a des rapports qui nous disent qu'il y avait plus de 19 000 léproseries en Europe. Donc on parle de léproserie ou de maladrerie, qui sont les habitations, les hôpitaux, les centres où les patients étaient envoyés après le diagnostic. Et c'est en fait à cette époque où est née la stigmatisation autour de la lèpre. En effet, la lèpre, c'est une maladie qui fait peur et qui fait peur par rapport aux différentes lésions cliniques, aux différentes déformations qui touchent les patients. Et c'est justement à cette époque où on avait un isolement systématique des patients, donc ils étaient envoyés dans ces léproseries, et pour la plupart ne ressortaient jamais, étaient complètement exclus de la société. Ensuite, vers la fin du XIVe siècle, la maladie a commenccommencé à diminuer en Europe pour des raisons qui sont encore inconnues. Une des hypothèses, c'était justement l'évolution de la bactérie qui avait perdu de sa virulence. On verra que cette hypothèse, elle a été réfutée
il y a quelques années. Et une autre hypothèse, c'est justement l'isolation systématique des patients qui a fait diminuer la transmission, accompagnée par rapport à l'épidémie de peste noire qui a eu lieu au XIVe siècle, qui a décimé la moitié de la population et qui aurait donc aussi décimé les patients. Ensuite, la maladie, elle était quasiment inexistante en Europe à partir du XVIIe siècle, à part dans certains foyers, dans certains pays comme l'Espagne, le Portugal ou encore les pays baltiques. Et aujourd'hui, en XXIe siècle, on n'a que quelques cas qui sont rapportés, mais ce sont plutôt des patients qui reviennent ou qui proviennent de pays endémiques. La lèpre, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été définie au XIXe siècle par un médecin norvégien qui est le docteur Hansen, donc qui a aussi donné son nom à la maladie. Et c'est en fait ce médecin qui a identifié la première fois le pathogène Mycobacterium leprae comme l'agent responsable de la lèpre. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant pour l'époque, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on a mis un lien de causalité entre une bactérie et une maladie. Donc c'est à la même époque que Robert Koch et son postulat sur la bactériologie. Et donc c'est aussi à cette époque-là qu'est née un peu cette discipline qui est la bactériologie aujourd'hui. En 2008, un nouveau pathogène a été identifié, qui est Mycobacterium lepromatosis. Il a été identifié chez un patient au Mexique. Et comme c'est un pathogène qui est assez récent, on ne connaît pas encore grand-chose sur cette bactérie. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est qu'à la différence de Mycobacterium leprae qui est rapporté sur tous les continents, cette bactérie, Mycobacterium lepromatosis, elle infecte l'homme, mais principalement au Mexique et dans la région des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on sait d'autre à propos de ces pathogènes? C'est que ce sont des pathogènes intracellulaires qui ne sont pas cultivables in vitro, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les cultiver au laboratoire, ce qui est vraiment difficile pour la recherche. Mais on a des modèles in vivo, notamment pour Mycobacterium leprae. Donc, le premier modèle in vivo qu'on a, c'est la culture dans la pâte de souris. Donc, en fait, on injecte les bactéries directement dans la pâte. Les bactéries vont pousser, ça va faire comme un petit incubateur. Mais la souris ne va jamais développer de signes cliniques de la maladie. Le deuxième modèle, c'est le tatou à 9 bandes. Donc, c'est un mammifère qui est retrouvé en Amérique du Sud. Et à la différence de la souris, quand on va injecter la bactérie à ce tatou, lui, il va développer les mêmes signes cliniques que le patient. Cependant, c'est assez difficile d'avoir ces modèles in vivo en laboratoire, et c'est assez difficile, il y a très très peu de laboratoires dans le monde qui en ont. Et ça, c'est dû au fait que la bactérie, elle a un temps de division qui est de 12 jours. C'est une des bactéries qui pousse le plus doucement. Donc il va falloir plusieurs mois, voire plus d'une année pour obtenir une pousse suffisante, voire des signes cliniques chez ces modèles. Du fait de ce temps de division qui est très court, il va y avoir une incubation chez l'homme de la maladie qui peut aller de 5 à 20 ans. Et une autre caractéristique, c'est que la bactérie, elle pousse à 30 degrés, donc ça on le sait suite aux études qui ont été faites chez la souris. Et ce qui explique en fait le tropisme de la bactérie pour les zones froides du corps, donc comme le visage, la peau ou encore les membres supérieurs et inférieurs. Si on regarde maintenant la génétique en fait de ces bactéries, ça nous donne l'information, la compréhension de pourquoi est-ce que cette bactérie ne pousse pas in vitro et pourquoi est-ce qu'elle pousse doucement. En fait, pendant l'évolution, il y a eu ce qu'on appelle une évolution réductive des génomes. Donc, c'est une perte d'informations génétiques qui a eu lieu sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Et si on compare ici les génomes de Mycobacterium tuberculosis, qui est un agent très proche de Mycobacterium leprae et Mycobacterium lepromatosis, donc c'est l'agent qui cause la tuberculose, on voit qu'il y a une différence déjà dans la taille des génomes, qui est de 4 millions de bases pour Mycobacterium tuberculosis, alors qu'elle est de 3 millions pour Mycobacterium leprae et Mycobacterium lepromatosis. Donc dans l'évolution, il y a eu une perte dans la taille de ce génome, donc une perte d'information. Ensuite, si on regarde le nombre de gènes, il y a 4000 gènes pour le bacille de la tuberculose contre 1600 et 1400 pour les bacilles de la lèpre. Donc c'est presque un tiers de gènes fonctionnels, un tiers de moins de gènes fonctionnels qui sont retrouvés pour les bacilles de la lèpre.
Et enfin, la partie la plus intéressante, c'est le nombre de pseudogènes. Les pseudogènes, en fait, c'est des gènes qui ont eu des altérations génétiques dans l'évolution qui font que quand la protéine va être traduite, cette protéine ne va pas être fonctionnelle. Et dans le cadre de l'agent de la tuberculose, il y a très peu de pseudogènes, alors que quand on regarde les agents de la lèpre, on voit que la moitié du génome est composé de ces pseudogènes. Donc, à un moment dans l'évolution, enfin à plusieurs moments dans l'évolution, il y a eu une perte de l'information génétique qui s'est traduite par une perte de la taille, une perte d'information, mais également aussi une annulation de cette information qui peut être responsable qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire pousser cette bactérie aujourd'hui. Ensuite, une autre partie importante, donc comme l'a dit le professeur Sansonetti, un des moyens en fait, d'étudier et de comparer les différentes souches, c'est de s'intéresser à la phylogénie. Et ce qui est intéressant avec les souches de Mycobacterium leprae, c'est que leur génome est très conservé quand on les compare. Et ici, vous avez donc ce qu'on appelle un arbre phylogénétique qui montre en fait la parenté des souches de Mycobacterium leprae entre elles. Et comment est-ce qu'on établit cette parenté? Eh bien, on l'établit en regardant les mutations qui sont présentes dans ce génome. Donc, par exemple, si vous regardez la souche 1 ici, à cette position, elle va avoir ce qu'on appelle un SNP pour Single Nucleotide Polymorphism. Et ce SNP, en fait, il va se retrouver dans la souche 2, à la place d'avoir une adenine, on va avoir une thymine, qui va être également présente dans la souche 3 et dans la souche 4. Donc cette mutation qui est localisée à cette position, elle va permettre de classer et de donner la parenté des souches, puisque ici on va dire que ces 3 souches sont similaires, elles partagent une mutation, et donc elles sont différentes de la souche 1. Et par exemple, si on regarde ici, on voit que les souches de Mycobacterium leprae, on va les classer en termes de génotype, donc basé sur le nombre de mutations et le partage de ces mutations. Et si on s'intéresse à la branche 3, on voit que dans la branche 3, il y a 3 souches, Jorgen, NHBT, P63 et SK2. Et ces 3 souches, en fait, elles partagent 11 polymorphismes, 11 mutations. 20 mutations qui sont spécifiques à cette souche Jorgen, et ensuite 21 mutations et 7 mutations qui sont spécifiques à ces 2 autres souches. Donc voilà comment est-ce qu'on lit un arbre phylogénétique. Et ici, ce qui est important de remarquer, c'est que ces 2 souches, Jorgen 625 et SK2, sont des souches médiévales qui ont été isolées à partir des squelettes européens pendant le Moyen-Âge. Et on remarque que si on les compare avec la souche américaine ici, il y a très peu de variations. Il y a environ 50 mutations. Donc c'est extrêmement peu à l'échelle d'un génome. Donc gardez bien en tête cette façon de lire les arbres, parce qu'en fait, je vais vous présenter à la fin plusieurs de ces arbres. Donc les symptômes de la maladie se regroupent en 2 types. Et on parle de maladie granulomateuse chronique, puisqu'en fait, on a des granulomes sous la peau, et c'est une maladie qui est chronique, donc évolutive. Les lésions, elles sont donc de 2 types. Les premières qui sont des lésions cutanées, on va avoir différentes présentations qui sont par exemple des nodules ou des papules et des macules au niveau de la peau qui vont être de différentes tailles et surtout en différents nombres. Et on va voir tout de suite après pourquoi est-ce qu'on a plus ou moins de symptômes. Et les deuxièmes types, ce sont les inflammations des nerfs, donc les atteintes nerveuses. Et ça, c'est dû au fait que la bactérie, elle a un tropisme pour des cellules qu'on appelle les cellules de Schwann. Et en fait, les cellules de Schwann, c'est des cellules qui forment la gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, c'est la protection des nerfs. Et quand la bactérie va infecter les cellules, il va y avoir une inflammation au niveau de cette gaine qui va s'épaissir et écraser le nerf à l'intérieur, donc entraîner des pertes de sensibilité et des déficits moteurs. Après quelques temps, en fait, les cellules vont mourir, cette gaine va disparaître et laisser en fait le nerf sans protection qui va être ensuite lésé. Donc les conséquences de ces névrites, c'est surtout des conséquences moteurs, des déficits moteurs comme on le voit ici sur cette photo avec ce qu'on appelle une main en griffe, c'est un déficit au niveau articulaire. On va avoir également des déficits sensitifs au niveau des mains et des pieds, et également des déficits secondaires comme l'ostéoporose des extrémités ou encore une perte musculaire importante au niveau du visage, avec des patients qui ne vont plus pouvoir fermer les paupières, donc des altérations au niveau visuel, et également des altérations au niveau osseux, avec au niveau du visage une déviation au niveau du nez.
Donc, en plus des symptômes cliniques, la maladie, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui est toujours stigmatisée aujourd'hui et qui est synonyme d'exclusion sociale et de marginalisation, que ce soit pour les patients, mais également pour leurs familles. Il y a encore des pays où les patients sont envoyés dans les léproseries et les familles suivent les patients. Et en fait, même après le traitement, même après guérison, ils vont rester dans ces colonies. Ce qui est important de retenir, c'est que la lèpre, ce n'est pas une maladie héréditaire, c'est une maladie infectieuse qui est causée par un agent qui se transmet. Et en fait, cette transmission, la transmission du bacille, ce n'est pas quelque chose de très contagieux. C'est contagieux, mais ce n'est pas aussi contagieux que la tuberculose. On va en reparler tout de suite après. Il faut quand même un contact assez long entre un patient et un individu pour pouvoir développer la maladie. Et enfin, le dernier point important, c'est que la lèpre, c'est une maladie qu'on peut traiter. Et plus on va traiter rapidement, et moins on aura de déformation. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'il n'y avait pas un seul type de lèpre, mais plusieurs types. Et ça va en fait dépendre du système immunitaire du patient au moment de l'infection. Si on regarde par exemple ce type de forme, qu'on appelle les formes paucibacillaires ou tuberculoïdes, on va avoir une réponse qui va être de type cellulaire, c'est-à-dire une réponse efficace, qui va bien tuer les bactéries et diminuer la charge bacillaire. Et ça va se caractériser par un très faible nombre de lésions. Comme on peut voir sur cette photo, il va y avoir une ou deux lésions cutanées. Par contre, on va avoir des lésions nerveuses importantes puisque le système immunitaire va combattre la bactérie. Alors que de l'autre côté du spectre, on va avoir les formes qu'on dit lépromateuses ou multibacillaires. Et dans ce cas-là, on va avoir une réponse qui est plutôt humorale, donc une sécrétion d'anticorps. Mais cette sécrétion d'anticorps ne va pas être suffisante pour tuer la bactérie. Et donc, on va avoir un nombre de lésions important, souvent supérieur à 5. Et c'est très caractéristique, les lèpres multibacillaires, parce que c'est souvent une atteinte au niveau du visage, et donc avec ces nodules au niveau des oreilles. Je voulais aussi mentionner les symptômes qui sont causés par Mycobacterium lepromatosis. Une des observations qui a été faite, c'est que cette bactérie, elle est surtout impliquée dans les lèpres de type multibacillaire et dans quelques cas, dans un type de lèpre qui est surtout retrouvé au Mexique, qu'on appelle les lèpres lépromateuses diffuses. Donc vous allez avoir une infiltration des bactéries sous la peau. Ça va très bien se voir au niveau du visage avec une peau qui va être lisse, mais qui va être gonflée. Et ces patients vont avoir des alopécies importantes, donc au niveau des cheveux, des cils et des sourcils. Mais cette forme, elle est souvent accompagnée d'une réaction qui est secondaire, une réaction de type allergique qu'on appelle le phénomène de Lucio, qui va se caractériser par l'apparition d'ulcères sur la peau. Et c'est une des formes les plus graves de la maladie et une des seules formes où le patient peut décéder suite à un sepsis sans le traitement. Donc, le diagnostic de la lèpre, aujourd'hui, c'est encore un diagnostic qui est assez basique et qui se caractérise par 3 composantes principales. Donc, tout d'abord, l'identification des signes cutanés de la maladie, accompagnée ou non de cette anesthésie locale. Donc, comme vous l'avez sûrement déjà compris, selon le type de lèpre, ça va être plus ou moins facile de reconnaître les symptômes de la maladie. Par exemple, pour les lèpres lépromateuses avec ces nodules au niveau de l'oreille, c'est très caractéristique. Par contre, pour les lèpres tuberculoïdes ou paucibacillaires, on va avoir différentes formes de lésions et en plus, on ne va pas en avoir beaucoup. Donc, ça va être assez difficile à identifier. La deuxième caractéristique, c'est la mise en évidence de l'épaississement des nerfs, donc soit directement en regardant l'épaisseur des nerfs ou alors par la palpation au niveau du bras ou de la cuisse. Et enfin, la troisième partie, c'est l'identification des bacilles, qui peut être fait soit par coloration et microscopie, soit par biologie moléculaire, donc par amplification de parties spécifiques de la bactérie, de morceaux d'ADN spécifiques. Et ça, c'est fait directement à partir de la pulpe de l'oreille des patients, donc qui est étalée sur une lame, ou alors d'une biopsie cutanée. Et par exemple, au laboratoire à Lausanne, on travaille particulièrement avec ces biopsies cutanées où on extrait l'ADN et on cherche la présence de Mycobacterium leprae ou de Mycobacterium lepromatosis. Donc encore aujourd'hui, le diagnostic de la lèpre, c'est quelque chose d'assez fastidieux qui nécessite un personnel formé et alerte. Et
je vous laisse imaginer qu'en cas de réémergence, par exemple, un dermatologue européen, par exemple un dermatologue français, il sera beaucoup moins apte à diagnostiquer une lèpre, ou ça sera beaucoup moins facile pour lui qu'un dermatologue au Brésil ou en Inde, par exemple. Il y aura sûrement un délai dans le diagnostic. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure que la lèpre, c'était une maladie qu'on pouvait traiter et on les traite grâce à des antibiotiques. Le premier antibiotique à avoir été découvert, c'est la dapsone dans les années 50. Donc, il a été largement donné en monothérapie aux patients. Et en 1964, on a vu apparaître pour la première fois des résistances au traitement. Est arrivé ensuite d'autres médicaments comme la rifampicine, dont on a pu traiter ces patients résistants avec une autre approche. Et pareil pour la rifampicine, on a vu apparaître les premières résistances dans les années 76. Et le dernier médicament, c'est la clofazimine, dont on ne connaît toujours pas le mécanisme d'action aujourd'hui. On sait juste que c'est efficace. Donc, suite à l'apparition de ces résistances, l'OMS a recommandé dans les années 80 la combinaison de ces antibiotiques sous forme de polychimiothérapie. Et cette polychimiothérapie, elle est différente selon le type de lèpre. Donc, on va traiter les patients pendant 6 mois pour les patients paucibacillaires avec 2 antibiotiques, la dapsone et la rifampicine, ou pendant 12 mois pour les patients multibacillaires avec la combinaison des 3 antibiotiques. Donc, comme vous l'avez sûrement déjà deviné, c'est un traitement qui est assez lourd, qui est assez long, et un des principaux problèmes qui est lié à ce traitement, ça va être l'observance des patients, puisqu'il faut suivre le traitement pendant plusieurs mois. En cas d'émergence de résistance, on a des médicaments de seconde ligne qui sont les quinolones ou l'aminocycline. Et de la même façon, pour les quinolones, on a déjà vu apparaître des résistances à la fin des années 90. Donc ici, c'est à peu près tout l'arsenal thérapeutique qu'on a aujourd'hui contre la lèpre. Les problèmes de résistance, ce n'est pas considéré comme un problème majeur par l'OMS, mais on sait par les publications qu'il y a de plus en plus de patients qui sont résistants au traitement. Et ça risque de poser un problème dans les années futures d'avoir un arsenal thérapeutique si petit. Néanmoins, le traitement qui a été recommandé par l'OMS dans les années 80 et qui est toujours d'actualité, c'est un traitement qui est extrêmement efficace, qui a permis de traiter plus de 16 millions de patients. On est passé d'une prévalence d'un nombre de cas de plus de 5 millions en 1985 à moins de 200 000 aujourd'hui. Mais cette diminution qui a été fulgurante au début de l'instauration du traitement, elle tend en fait à s'arrêter et on voit ici que depuis 2005, le nombre de patients stagne et que si on regarde le nombre de nouveaux cas de lèpre dans le monde, on voit aussi ce plateau. Donc, ce qui veut dire que la maladie, elle est toujours activement transmise au sein de la population. Et ça peut être expliqué par 2 choses, soit l'apparition de résistance, soit l'existence d'un réservoir, par exemple, environnemental qui pourrait transmettre la maladie et qui contribuerait à l'apparition de nouveaux cas. La lèpre aujourd'hui, on va encore donner quelques chiffres. En 2015, il y a eu 210 758 nouveaux cas. C'est à peu près un nouveau cas toutes les 3 minutes. Et parmi ces nouveaux cas, on comptait 6% des patients avec des incapacités de grade 2, c'est-à-dire des déformations sévères au niveau des membres, mais également au niveau de la capacité visuelle. Et le fait de retrouver autant de patients avec ce type d'incapacité veut dire qu'il y a toujours un délai dans le diagnostic, un délai dans la prise en charge. Ensuite, le deuxième chiffre important, c'est que en 2015, il y a eu plus de 8% des cas qui étaient retrouvés chez les enfants, et ça, c'est un des signes caractéristiques qui montrent une transmission active de la maladie. Une question que j'ai souvent, c'est, d'accord, la lèpre, elle existe toujours, mais où est-ce qu'on la trouve? Et principalement, on va la retrouver dans 60% des cas en Inde, au Brésil et en Indonésie, mais globalement, il y a des cas de lèpre à peu près sur tous les continents. En 2001, l'OMS a déclaré que la maladie n'était plus un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Pourtant, aujourd'hui, c'est toujours le cas dans plus de 14 pays.
Donc, j'en ai terminé avec l'introduction. Je n'ai pas vraiment le temps de vous parler en détail de chaque partie, mais en fait, ce que je voulais vous montrer ici, c'était le contexte dans lequel on est aujourd'hui avec cette maladie, et vous montrer dans quel contexte on serait en cas d'apparition ou en cas de réémergence de la maladie. C'est-à-dire c'est une des maladies les plus anciennes, c'est une des maladies où on a mis en évidence la première fois le pathogène associé avec la maladie, et pourtant on sait encore rien dessus, on sait encore pas grand-chose. Le diagnostic aujourd'hui, il est difficile, il est long et il est fastidieux. Le traitement, même s'il est efficace, c'est quand même un traitement qui est assez ancien, qui est lourd, avec quand même beaucoup d'effets indésirables. Et du fait des caractéristiques de la bactérie, on a des difficultés pour tester les nouveaux traitements, puisque la bactérie ne pousse pas en laboratoire. Il faut mettre en place des tests in vivo qui sont longs. Donc ça serait un problème en cas de réémergence, mais également en cas d'émergence de résistance. Donc maintenant, on va s'intéresser à la transmission de la maladie, qui est également en fait un des défis autour de la lèpre, puisqu'on sait que la maladie se transmet d'homme à homme, donc interhumaine, mais on ne sait pas exactement comment. Il y a des études qui montrent la présence de bacilles dans le nez des patients, mais également dans le nez des individus qui vivent avec ces patients. Donc, une des hypothèses, ça serait une transmission par aérosol. Et il y a également des réservoirs environnementaux. Donc, on va tout de suite détailler les réservoirs que sont le tatou et l'écureuil. Je vais laisser de côté le chimpanzé, parce qu'il y a quelques cas de lèpre chez le chimpanzé, mais on ne sait pas exactement si le chimpanzé a contracté la maladie au contact de l'homme ou directement dans la nature. Donc je vais vous parler de deux études, deux recherches qui ont été faites sur ces deux animaux, et on va essayer de voir ensemble en quoi ils contribuent à la transmission de la maladie aujourd'hui. Juste aussi pour préciser, pour faire ces études, donc pour rebondir sur la présentation du professeur Sansonetti, on ne peut pas faire pousser la bactérie, mais on va récupérer en fait le tissu cutané des animaux, duquel on va extraire la bactérie, on va extraire l'ADN, qu'on va ensuite séquencer par des méthodes de génomique, par le séquençage du génome entier. Et c'est aujourd'hui une des seules approches pour la lèpre qui permet de vraiment étudier la transmission de la maladie. Donc, le premier réservoir, c'est le tatou à 9 bandes. Donc, c'est un mammifère qui est présent en Amérique, qui est natif d'Amérique du Sud. Il a une longue espérance de vie, entre 10 et 15 ans, et il a une température corporelle entre 30 et 33 degrés. Donc, c'est une température parfaite pour la pousse de Mycobacterium leprae. Donc, originaire d'Amérique du Sud, mais quand même introduit en Floride au XIXe siècle. Et on observe en fait une expansion de ce mammifère depuis les 150 dernières années, puisque c'est un mammifère qui migre énormément, avec 4 à 10 km par an. On sait depuis les années 70 qu'à l'état sauvage, le tatou peut contracter la lèpre et a été observé avec des signes cliniques de la maladie. Je vous ai mis cette diapositive juste pour vous rappeler en fait l'historique de la lèpre en Amérique. Il n'y a pas, en fait, avant la colonisation par les Européens, de récits ou d'écrits qui prouvent que la lèpre était déjà présente aux Amériques. Donc l'hypothèse, c'était que ce sont les Européens qui ont amené la maladie aux Amériques après la découverte au XVe siècle. Et cette hypothèse, elle a été validée en 2013 par justement l'étude de l'ADN ancien. Donc l'ADN a été extrait de différents squelettes en Europe datant du Moyen-Âge, et ils ont identifié la souche comme étant une souche 3i. Ils ont séquencé le génome complet et ils l'ont comparé aux souches actuelles qui circulent aux États-Unis et au Mexique. Et ils se sont rendus compte que les souches qui circulent aux États-Unis et au Mexique descendent directement des souches européennes. Donc, ce qui confirme que ce sont les Européens qui ont introduit la maladie aux Amériques. Aujourd'hui, aux États-Unis, la lèpre, c'est pas un problème de santé. Il y a quelques centaines de nouveaux cas par an, et c'est principalement retrouvé donc, chez les patients qui reviennent de pays endémiques ou qui viennent de pays endémiques. Mais ce qui est intéressant avec ce graphique ici, c'est qu'on voit que depuis une cinquantaine d'années,
en fait, il y a un nombre constant de nouveaux cas, et ces nouveaux cas sont retrouvés chez des autochtones, c'est-à-dire des patients, des personnes qui vivent aux États-Unis, qui ne sont jamais sorties des États-Unis et qui n'ont jamais été en contact avec des personnes qui ont la lèpre. Et ce que ces personnes ont en fait en commun, c'est qu'elles habitent pour la plupart dans le sud des États-Unis et qu'elles sont en contact assez intense avec les tatous. Donc les tatous, c'est des animaux qui sont emblématiques aux États-Unis, qui sont utilisés pour diverses choses. Ils sont chassés, on s'en sert pour faire des objets. On les a aussi dans certaines familles comme animal de compagnie. Et dans certains cas, ils sont aussi utilisés pour leur viande. Donc ici, sur cette carte, vous avez en bleu et en bleu foncé la répartition des cas de lèpre aux États-Unis. Et ici, en rouge, la répartition, en fait, l'étendue, l'expansion des tatous aux États-Unis, donc principalement au Texas, en Louisiane et en Floride. Et on sait, grâce à des études antérieures, que cette zone du Texas et de Louisiane, on a une forte endémie avec plus de 20% de la population de tatous qui est infectée. Donc, la première étude qui a eu lieu a été faite en 2011 par le professeur Truman, un chercheur américain qui est à son laboratoire en Louisiane, et le professeur Cole à Lausanne. Et l'idée, en fait, comme on ne peut pas cultiver cette bactérie in vitro, c'était de séquencer le génome de la souche qui était présent chez un tatou et de le comparer au génome des souches présents chez les patients américains et de voir les différences. Donc après la première analyse, ils se sont rendus compte que ce sont des souches de type 3i, donc les souches qui sont retrouvées en Europe, mais également celles qui sont le plus souvent présentes aux États-Unis. Et lorsqu'ils ont comparé les souches, ils se sont aperçus que les souches différaient par seulement 1 ou 8 mutations, donc des SNP. C'est une faible variation génétique. Ils ont ensuite appliqué donc, le génotypage aux souches extraites de 50 nouveaux patients américains et de 33 nouveaux tatous. Et ils ont aussi recherché la présence de ces mutations dans ces souches-là. Et ici, en fait, vous avez la représentation, une autre façon de représenter la phylogénie entre les souches de bactéries. Chaque cercle représente en fait une souche qui est reliée à un autre cercle. Et cette liaison, en fait, vous avez un chiffre ici qui vous indique le nombre de mutations. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est les souches qui proviennent du sud des États-Unis, avec un cercle majoritaire ici, où on a 28 souches qui proviennent de l'animal et 25 qui proviennent de l'homme. Le fait qu'elles soient dans le même cercle veut dire qu'il n'y a aucune différence entre les souches, donc aucune mutation. Et on voit qu'associé à ça, on a d'autres souches qui ont entre 1 et 2 mutations qui proviennent également de l'animal ou de l'homme. Donc ici, la principale conclusion de cette étude, c'était la mise en évidence d'une souche de Mycobacterium leprae qui est chez le tatou et qui est identique à celle qui est actuellement chez l'homme. Et juste pour les 2 prochaines diapos, vous pouvez retenir que cette souche, on va l'appeler V1. Ensuite, ils ont continué cette étude qui a été publiée en 2015 en s'intéressant plus particulièrement à la Floride. Pourquoi la Floride ? Parce que jusqu'en 1994, il n'y avait pas de cas de lèpre chez l'animal qui était rapporté. Donc, l'équipe américaine a vérifié la présence de Mycobacterium leprae dans plus de 645 tatous et ont montré que presque plus de 16% des tatous étaient infectés par la bactérie. Ils ont également séquencé les génomes des souches infectant les tatous et ils se sont rendus compte que dans le nord de la Floride, c'était majoritairement des souches de type V1, donc celle que je vous ai montrée juste avant. Et en fait, ils ont aussi identifié une seconde souche qui s'appelle la souche V15 et qui diffère aussi par seulement quelques mutations par rapport à la souche V1. À cela, ils ont ajouté 45 nouveaux patients où ils ont séquencé les souches présentes chez ces patients, donc des patients qui venaient tous de Floride, et ils se sont rendus compte que 50% de la population, dans 50% des cas, c'était soit la souche V1, soit la souche V15. Donc que faut-il en conclure ?
Il faut en conclure que la lèpre peut être zoonotique, c'est-à-dire qu'elle peut être transmise du tatou à l'homme, mais également l'inverse, de l'homme au tatou. Et c'est ce qui a sûrement eu lieu ici, puisque la souche qui est présente actuellement chez le tatou, elle dérive directement d'une souche présente chez l'homme. Donc l'hypothèse, c'est que c'est l'homme qui a infecté d'abord le tatou. Le tatou a ensuite gardé la maladie, transmis la maladie aux autres animaux qui ont pu ensuite retransmettre la maladie à l'homme. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est difficile d'éliminer une source zoonotique, et surtout une source zoonotique qui s'étend, comme l'armadillo. Est-ce qu'on peut parler de réémergence aux États-Unis de la lèpre suite à l'introduction des tatous? Ma réponse, c'est non, on ne va pas parler de réémergence, parce qu'on n'a pas vu une augmentation du nombre de cas. On a un nombre de cas qui stagne de lèpre aux États-Unis. Par contre, est-ce que la lèpre est prête pour une réémergence aux États-Unis? Alors là, j'aurais tendance à dire oui, puisque les tatous, eux, ne s'arrêtent pas au sud des États-Unis. Ils vont continuer à migrer vers le nord, vers des endroits où les hommes où il y a une plus faible endémicité de la maladie, et donc potentiellement, ils peuvent transmettre la maladie à l'homme. Donc ensuite, on va s'intéresser à un second réservoir qui est l'écureuil roux. Donc, ce réservoir a été décrit très récemment et j'ai eu la chance de participer à cette étude. C'est une étude qu'on a menée en collaboration avec des équipes dans les îles Britanniques. Et une question que j'ai souvent, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé aux écureuils roux? Pourquoi est-ce que vous avez regardé chez ces animaux? Et en fait, c'est qu'en 2014, on venait de séquencer le génome de Mycobacterium lepromatosis. Et en parallèle, le professeur Meredith, qui est vétérinaire à l'université d'Édimbourg, publie le premier rapport montrant la présence de lèpre dans les écureuils roux en Écosse, avec des animaux qui avaient ces caractéristiques, ces signes cliniques. Donc c'est tout naturellement qu'on lui a demandé si elle était intéressée par séquencer le génome de la bactérie et qu'on a commencé à collaborer. Quelques temps après, il y a une autre équipe dans le sud de l'Angleterre qui publie un second rapport montrant la présence d'écureuils infectés sur l'Isle of Wight et Brantzy Island, qui sont deux îles en fait, dans le sud de l'Angleterre. Donc, depuis le début de l'étude, on a analysé presque 110 écureuils. Donc, on a reçu les tissus cutanés, donc des morceaux de peau de ces écureuils provenant de 4 différentes localisations. 44 écureuils roux provenant d'Écosse, donc 40 sans lésions cliniques apparentes, 4 écureuils avec des lésions, un échantillon de l'Isle of Wight provenant d'un écureuil avec lésions, des échantillons de Brantzy Island, 17 provenant d'écureuils sans lésions et 8 avec lésions. Et enfin, on a également collaboré avec le professeur Gordon, qui est à l'université de Dublin, qui nous a envoyé des échantillons provenant de 40 écureuils sans lésions. Et juste pour préciser, parce que j'ai eu aussi la question, on n'est pas allé chasser directement les écureuils, c'est des cadavres en fait, qui sont retrouvés sur les routes ou dans les forêts, qui sont récupérés par les rangers et qui sont ensuite amenés aux vétérinaires qui nous les envoient ensuite. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de vérifier la présence des bacilles et d'abord la présence de Mycobacterium lepromatosis, puisque ça avait été rapporté par l'équipe écossaise, et ensuite aussi la présence de Mycobacterium leprae. On a identifié en Écosse 6 cas, donc 6 écureuils infectés par Mycobacterium lepromatosis, dont 2 écureuils ne présentant pas de lésions cliniques. 2 autres écureuils en Irlande sans lésion clinique particulière, montrant la présence de Mycobacterium lepromatosis. Le cas de l'Isle of Wight également. Donc ça, c'est un écureuil avec des lésions, donc on s'attendait à avoir Mycobacterium lepromatosis. Mais ce qu'on ne s'attendait pas à avoir, c'était pour les échantillons de Brantzy Island, tous les écureuils étaient positifs pour la présence de Mycobacterium leprae. Juste pour la petite histoire, Brantzy Island et l'Isle of Wight, c'est les 2 seules îles dans le sud, en Angleterre où il y a encore une forte population d'écureuils roux. Et notamment Brantzy Island, c'est un peu un sanctuaire pour ces écureuils qui tendent à disparaître dans les îles britanniques. Et il y a plus de 200 individus, donc ce qui explique une promiscuité. Donc il y a une promiscuité importante entre les animaux, d'où potentiellement une forte transmission de la maladie. Donc ici, on a identifié les 2 bacilles. Mais on n'a jamais identifié les 2 bacilles, on n'a jamais identifié de co-infection dans les écureuils, c'est soit l'un, soit l'autre.
On a identifié que dans 100% des cas, on avait la présence de mycobactéries pour les écureuils avec symptômes, alors que les écureuils asymptomatiques ont trouvé la présence de mycobactéries que dans 20% des cas. Et ça, c'est une donnée qui est assez intéressante. Ça veut dire que des écureuils qui n'ont pas de signes cliniques sont quand même infectés par la maladie. Donc, ce qui veut potentiellement dire que c'est des cas qui sont en incubation et qui peuvent en fait développer les signes cliniques un peu plus tard. Ensuite, comme c'était la première fois qu'on identifiait ce réservoir animal, on a voulu comparer, on a essayé de chercher les différences en termes de signes cliniques, mais aussi en termes de forme de la maladie par rapport à ce qu'on voit chez l'homme. Et on a voulu également comparer les infections à Mycobacterium leprae et à Mycobacterium lepromatosis pour voir si on voyait des différences. Et si on s'intéresse aux signes cliniques, on voit que comme chez l'homme, la bactérie elle a un tropisme pour les zones froides du corps, c'est-à-dire les oreilles, où on voit ces nodules, le museau, les paupières, également les pattes arrière, les pattes avant. Dans certains cas, on a également eu des alopécies, donc des pertes de fourrure sur des grandes parties du corps. Et la seule différence qu'on a pu trouver entre Mycobacterium leprae et Mycobacterium lepromatosis, c'est dans certains cas d'infection à Mycobacterium leprae, on avait une infection au niveau génital. Et c'est la seule fois où on a vu une différence. Ensuite, l'autre caractéristique principale, c'est la mise en évidence de lésions au niveau des nerfs, enfin de bactéries au niveau des nerfs, ce qui veut dire que les écureuils aussi ont des atteintes nerveuses comme ce qu'on voit chez l'homme. Ensuite, on voit que les formes, principalement, elles sont multibacillaires avec des formes lépromateuses. Et on a, dans quelques cas, des lésions systémiques avec des infections au niveau de la rate ou alors des ganglions. Donc ça, c'est des infections qu'on voit aussi chez l'homme, mais c'est seulement dans les cas avancés de maladie. Ce que je n'ai pas mentionné ici et qu'on a fait en parallèle, c'est comme c'est des cas multibacillaires, on a cherché à voir s'il y avait la présence d'anticorps chez ces écureuils, des anticorps dans le sérum qui permettraient de regarder sans aller chercher les biopsies cutanées. Et on a montré que pour que ce soit pour Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepromatosis, on pouvait détecter des anticorps dans le sérum des écureuils. Ensuite, bien sûr, donc ce qui nous intéressait le plus, c'était de regarder les séquences au niveau des génomes et de les comparer. Donc ici, c'est un arbre phylogénétique pour les souches de Mycobacterium leprae, donc les 7 souches qui ont été identifiées dans les îles britanniques, comparées aux 2 souches que l'on a pour le moment qui proviennent du Mexique. Et la première chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait très peu de variations génétiques entre les souches qui proviennent d'une même origine géographique. Moins de 20 mutations pour les souches des îles britanniques contre moins de 10 pour les souches du Mexique. Donc ça, c'est ce qu'on observe également pour Mycobacterium leprae. Donc c'est assez intéressant de voir que pour Mycobacterium lepromatosis, on a le même comportement. Ensuite, on s'est intéressé aux différences qu'il pouvait y avoir entre les souches des îles britanniques et les souches du Mexique, et on a vu qu'il y avait un peu plus de 400 mutations, donc ce qui veut dire que les souches appartiennent à 2 branches différentes. Et ensuite, au niveau des conclusions, on était un petit peu bloqué en se disant, voilà, on a identifié Mycobacterium lepromatosis dans les écureuils roux en Écosse, et on se rend compte que ce n'est pas la même souche que celle qu'il y a chez l'homme, et on ne sait pas en fait expliquer comment l'écureuil a été infecté par cette bactérie qui, aujourd'hui, n'est présente qu'au Mexique et dans les Caraïbes. Donc, ce qui serait intéressant de faire ici, et ce que nous dit en fait cet arbre, c'est que les souches, elles ont divergé il y a environ 400 ans, donc à la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les écureuils ont pu être infectés entre cette période et aujourd'hui. Donc, il serait intéressant d'aller voir, par exemple, de l'ADN ancien en Europe, voir si on peut retrouver Mycobacterium lepromatosis et comparer le génome avec le génome qui est actuellement dans les écureuils.
Et ensuite, donc si on continue avec Mycobacterium leprae, cette fois, on voit que les souches qui sont présentes chez l'écureuil, elles appartiennent toutes au même génotype, qui est en fait le génotype, toujours ce génotype 3i, et qui a aussi très peu de variations entre les souches. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on attendait, puisque les écureuils sont tous sur la même île, avec une forte promiscuité, donc forcément très peu de variations entre les souches. Et en fait, ici, on était intéressé, si on zoome dessus, c'est de voir qu'en fait, cette souche 3i, ce génotype, il peut finalement infecter 3 hôtes, l'écureuil, le tatou et l'homme. Et ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce qu'il y avait des modifications génétiques qui font que ce génotype particulier a un tropisme pour différents hôtes. Et malheureusement, on n'a pas mis en évidence de modifications génétiques particulières qui permettent d'expliquer cette caractéristique. Par contre, ce qu'on a pu observer ici, c'est que les souches des écureuils, elles descendent directement d'une souche humaine, qui est Jorgen 625, qui a été identifiée au Danemark, donc c'est une souche médiévale, et qu'une autre souche qui est très très proche, c'est cette souche SK2 qui est de Winchester. Et juste pour vous relocaliser Winchester, donc Winchester c'est ici, et l'île de Brantzy Island c'est là, donc à moins de 70 km. Donc quand on a vu cette parenté, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y a des interactions fortes entre les hommes et les écureuils. Aujourd'hui, quand on parle avec les vétérinaires, ils nous disent que les hommes n'ont pas vraiment beaucoup d'interactions avec les écureuils. Par contre, au Moyen-Âge, les écureuils étaient beaucoup chassés, notamment pour leur fourrure, mais ils étaient également utilisés comme source de viande. Donc il y avait énormément d'interactions entre les animaux et l'homme à cette époque. Donc l'hypothèse qu'on a émise via cette observation, c'est que potentiellement les écureuils ont pu être infectés au Moyen-Âge par une souche humaine. Et en fait, les écureuils étaient vraiment... il y avait une population d'écureuils importante en Angleterre avant les années 60, date à laquelle ils ont commencé à diminuer. Et on pense que justement, c'est le fait d'avoir ces 2 îles dans le sud où les écureuils ont été protégés, la maladie a survécu et donc a pu se multiplier dans cette population. Et on sait que la lèpre, elle est présente dans les écureuils. On a des rapports des rangers qui nous disent que la lèpre, elle est présente depuis les années 60. Donc, que faut-il en conclure? On a identifié ici le premier réservoir animal qui peut être infecté et par Mycobacterium leprae, mais également par Mycobacterium lepromatosis. On ne peut pas parler de zoonose puisqu'on ne sait pas si la souche qui est actuellement dans les écureuils peut être transmise à l'homme, puisqu'il n'y a aucun cas de lèpre dans les îles britanniques à ce jour. Et cependant, ce que cette étude nous montre, c'est qu'une maladie peut persister dans un réservoir environnemental longtemps après la disparition chez l'homme. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui est une observation vraiment, vraiment intéressante. Aujourd'hui, il y a très peu d'interactions entre l'homme et les écureuils roux, donc on pense qu'il y a très peu de chances que la souche elle puisse se retransmettre à l'homme, bien que, comme on n'est pas sûr que cette souche soit transmissible, on dit quand même qu'il ne faut pas non plus s'approcher trop près des écureuils, car la souche elle est quand même assez proche. Et il faudrait bien sûr plus de recherches sur l'ADN ancien notamment, afin d'identifier l'origine exacte de cette souche chez les écureuils. Et pourquoi pas s'intéresser à des écureuils provenant d'autres pays. Et ici, je vous ai mis une carte avec la répartition des écureuils roux, donc en Europe mais également en Asie, où il y a toujours des cas de lèpre chez l'homme. Donc, est-ce qu'on peut parler de réémergence de la lèpre dans les îles britanniques? Eh bien non, on ne peut pas parler de réémergence puisqu'il n'y a pas de cas chez l'homme. Et on ne peut pas non plus dire que la lèpre est prête pour une réémergence dans cette partie-là du monde. Par contre, pour finir, donc ça va être ma dernière diapositive, ce qu'on peut dire de toutes ces études sur les animaux, sur les réservoirs environnementaux, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les tatous peuvent transmettre la lèpre à l'homme. Les écureuils, c'est un réservoir qui vient d'être identifié, donc on ne sait pas encore si ça peut être transmis. Par contre, on voit que ces 2 animaux, ces 2 réservoirs, en fait, ils sont dans des pays où la lèpre, elle est presque plus endémique.
Donc, ce qui veut dire que potentiellement, dans les pays où la lèpre elle est encore endémique aujourd'hui, pourquoi pas imaginer qu'il y ait un réservoir animal qui transmet la maladie et qui est justement responsable de l'apparition de ce plateau dans le nombre de nouveaux cas par an. Et voilà, donc j'en ai terminé. Je voudrais remercier toutes les personnes toutes les personnes du laboratoire du professeur Cole à Lausanne, donc principalement le professeur Cole et l'équipe lèpre, et notamment Pushpendra Singh qui est professeur, qui était postdoctorant dans le laboratoire et professeur en Inde aujourd'hui, et qui m'a fourni beaucoup des diapos sur les tatous, puisqu'il a été un des auteurs de l'étude. Bien sûr, le reste de l'équipe, les collaborateurs dans les îles britanniques et au Mexique, et les personnes et les fondations qui nous soutiennent. Merci beaucoup.